André, le football est devenu aujourd'hui une grosse industrie. Pourquoi ce sport mobilise aujourd'hui autant de ressources que, je dis, au niveau des États que des entreprises? Non, la question de la mobilisation des ressources au niveau des États et des entreprises est liée à l'histoire même du football. Voilà, le football est un sport de masse. Voilà, et tout ce qui est masse intéresse déjà le politique. Il faut bien comprendre que c'est une histoire qui remonte à longtemps, hein, loin dans l'Antiquité, quand les athlètes se battaient pour des vases de bronze. Voilà, c'est déjà à cette époque on voyait l'intérêt, je vais dire le business qui commençait à se dessiner autour du football. Récemment, je vais dire à l'époque contemporaine, vous avez le fondateur de Peugeot qui a créé FC Sochaux en France pour justement mobiliser les masses autour donc de son entreprise, de sa marque, mais aussi contenir, si vous voulez, les ouvriers, les occuper sainement. Et donc, de ce fait, le football aujourd'hui, c'est une industrie. Voilà, c'est comme le cinéma. Un joueur de football est devenu comme une star de cinéma sur lesquels l'on mise pour pouvoir à capter des téléspectateurs, voilà, des gens qui vont au stade pour voir Drogba ou bien CR7, voilà. C'est ça, c'est une industrie, c'est devenu du business, voilà. Et là. La FIFA hein, qui a introduit depuis le début du XXIe siècle le concept de sponsoring. Voilà, donc on est parti si vous voulez du concept de la distraction à l'instauration d'un business du football. Voilà, c'est une industrie du football si vous voulez. Voilà. Donc nécessairement c'est un sujet qui mobilise, voilà. C'est un sujet qui mobilise parce que quand on parle de Cannes, par exemple, c'est plusieurs États. Donc il faut voir la masse humaine au niveau de ces, je crois, combien d'États là qui sont 15 pays voilà, qui sont toutes les équipes qui sont en compétition, c'est toute une masse autour. Donc les droits télé, tout ça c'est important pour les entreprises. Il y a aussi ce qu'on appelle, on reviendra sans doute dessus, mais il y a ce qu'on appelle le sportwear. Voilà, donc tout l'équipement au niveau du sport, c'est-à-dire les chevettes, tout ce qu'on porte et que les entreprises locales fabriquent pour les supporters locaux. C'est toute une industrie. Le football est une industrie. Alors aujourd'hui, certains pays se bousculent à l'organisation de la CAN. Est-ce que la Coupe d'Afrique des Nations de football peut servir de levier pour les économies de certains pays africains? Absolument. Si vous voulez, il y a ce qu'on appelle la création des richesses, donc qui détermine avec d'autres facteurs le taux de croissance. Voilà. Et c'est donc un levier, je vais dire un instrument, voilà, aujourd'hui que certains dirigeants utilisent pour pouvoir accroître le taux de croissance, sinon le PIB, voilà, parce que c'est l'ensemble des richesses produites au sein d'un pays. Tout ça, c'est l'industrie du football, voilà, parce que tout à l'heure je parlais de sportwear. Quand il y a une CAN dans un pays, il y a toute une industrie locale qui est formée. Voilà, vous verrez donc bientôt les t-shirts à l'effigie de Yaya Touré, de Aubameyang, voilà. Donc
Et ça, il y a plusieurs entreprises locales qui font ce petit business. Il y a même le business patriotique, puisque les drapeaux nationaux sont beaucoup vendus pendant cette période-là. Pendant cette période, il y a aussi l'industrie de la restauration avec ceux qui commercialisent et font louer les écrans géants. Voilà, il y a beaucoup de restaurants qui se dotent d'écrans géants pour cette période, sans compter donc la consommation. Voilà, c'est vraiment... Il y a beaucoup de business qui se greffent autour. Oui, c'est le foot, si vous voulez, fait vivre. Voilà, et il ne fait pas vivre seulement que les athlètes. Voilà, il fait vivre tout un monde. Voilà, il y a comme une sorte de plus-value. Et chaque fois qu'il y a une compétition internationale de ce niveau-là. Voilà. Il y a l'hôtellerie. Voilà, surtout pour les organisateurs de la CAN, c'est des dizaines de milliers de personnes qui affluent pendant le mois de la CAN. Et donc les hôtels, en tout cas là où les équipes sont censées mener la compétition, les hôtels affichent presque toujours complet. Et les hôtels affichent complet jusque dans le périmètre des 100 km. Voilà. Et de ce fait, puisque toute l'hôtellerie locale, là où les joueurs doivent faire la compétition, ne suffit pas, d'autres des supporters sont obligés de loger un peu plus loin. Ce sont les transporteurs qui eux aussi, voilà, gagnent le tourisme, voilà, parce que il y a des gens qui ne sont pas forcément des passionnés de football, mais qui vont à la CAN pour découvrir le pays. Donc c'est un gain mais absolument substantiel pour le pays. Et c'est pourquoi vous comprenez pourquoi les pays se battent pour pouvoir organiser cette compétition. Aujourd'hui, tout le monde, je dirais, est sans nul doute intéressé par l'attrait qu'exerce le football. Et on voit souvent certains parents qui poussent leurs enfants à aller dans des écoles de centre de football que d'emprunter le chemin de l'école. Et ça dit qu'aujourd'hui, pour devenir plus riche, il est bon de conseiller ou bien de mettre les enfants dans les centres de football. Non, moi je pense que là on fait des amalgames. Je veux dire, les parents font beaucoup d'amalgames et les enfants aussi. On va à l'école pour se former. On va à une école de football pour confirmer ses talents, sa passion. Voilà, ce sont deux choses différentes. On ne vient pas au football dans l'objectif immédiat de s'enrichir. Mais Sylvain, on va à l'école pour réussir et vivre décemment. Oui. Mais si le football offre ce chemin-là, autant l'emprunter. Non, la question n'est pas là. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas. Je suis en train de dire, c'est une démonstration que je voulais faire, c'est que tout le monde ne devient pas Didier Drogba. Voilà, tout le monde rêve d'être Didier Drogba, tout le monde ne devient pas Didier Drogba. Est-ce qu'on peut être bon footballeur et bon intellectuel? Oui, absolument. La preuve, peut-être qu'on en parlera, c'est que la reconversion des anciens footballeurs, vous verrez des hommes politiques, de grands dirigeants, voilà. Donc oui, on peut être très bon footballeur. Et d'ailleurs, le football est un jeu d'intelligence. Voilà, c'est pas une affaire de brute. Non, c'est pour pouvoir faire une lecture de jeu, il faut avoir l'intelligence des situations. Et ça, pourquoi est-ce que un homme comme, je le cite souvent, hein, c'est personnel, c'est subjectif, mais Didier Drogba, que j'aime bien, voilà. Pourquoi est-ce que Didier Drogba marque plus de buts et d'autres non? Parce qu'il a l'intelligence des situations. Il sait à quel moment il faut placer le tir à tel endroit pour que ça puisse se transformer en but. Oui, aujourd'hui, on parle plus de Jonathan Kodja. Voilà, c'est la génération. Voilà. Oui, et Eric Bailly, voilà, ce sont des gens aussi que j'aime bien. Mais voilà, on va dire, je suis un peu vieux jeu. Voilà, mais je veux dire, la nouvelle génération, oui, portée par les Eric Bailly, oui, ça, vraiment, ce sont des gens aussi, très compétents. Voilà. Donc, non,
pour revenir à notre sujet, le football permet d'être riche, immensément riche. Voilà, parce que c'est le temps de carrière même, tu l'imposes. Voilà, les gens, ils commencent peut-être à 18 ans, à près de 30 ans déjà, c'est terminé, il va à la retraite. Voilà, seuls ceux qui sont vraiment très doués, qui vont au-delà de 35 ans. C'est-à-dire que vous prenez un jeune de 35 ans, parce que à 35 ans, on est à la limite de la jeunesse, vous prenez un jeune de 35 ans qui va à la retraite. Donc c'est normal que il puisse être bien payé, bien rémunéré. Mais il ne faut pas se méprendre. Ces gens-là ne sont pas allés au football dans l'objectif immédiat d'être riches. C'est ça. La richesse est un bonus. Le travail pour être bon joueur est le préalable. Voilà. Et donc c'est pourquoi il faut aussi bien aller à l'école. Parce que les écoles de football sont des écoles, voilà, normales. Oui, voilà. Mais en Voilà. fait, Sylvain, quand on prend par exemple le tout dernier exemple, l'attaquant sénégalais Sadio Mané pour son transfert dans un club anglais, son transfert a coûté 24 milliards de francs CFA. Oui. Il est l'Africain le mieux payé de l'histoire du football africain. Oui. Mais quand les parents voient cela, alors on se dit, écoute, mais jusque-là, on dit bien l'Africain le mieux payé de l'histoire du football, il est seul pour le moment. Et les candidats à ce challenge, ils sont des milliers. Oui. Voilà, pour dire que tant que on ne comprendra pas que le football, pour interrompre mon idée, le football, c'est un peu comme de l'art. L'artiste ne vient pas pour mettre en œuvre son art dans l'objectif de s'enrichir. Non. L'artiste, il vient faire éclater son talent. La richesse est un bonus. Et c'est ce que je dis toujours. La richesse est un bonus. Mais la manifestation du talent, si les gens ils reconnaissent le talent, c'est ça qui est l'essentiel pour un artiste. Et nécessairement, si tu es un bon artiste, tu seras forcément riche. Voilà. Mais si tu te mets dans la tête que tu viens à l'art ou au football pour être riche, tu risques justement de ne pas être un bon joueur. Ok, ça, on aura l'occasion de revenir sur cela parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on voit tout ce qui tourne autour de ce sport, quand on voit ce que ce sport engrange comme bénéfice, c'est certainement évident qu'aujourd'hui, on vient au football parce que on veut avoir de l'argent, on veut être riche, on veut avoir de grosses voitures, de grandes réalisations. Et ça, c'est ce que nous voyons au quotidien avec nos athlètes. Oui, mais quels athlètes? Est-ce qu'ils ont atteint le haut niveau? Mais ceux de la génération d'aujourd'hui. Oui, mais est-ce qu'ils ont atteint le haut niveau? C'est ça. Ceux qui ont ce rêve, je suis désolé, ils seront très rares qui atteindront le haut niveau. Parce que le postulat de départ est faux. Il est vicié, le postulat de départ. On va au football pour faire éclater son talent. Parce qu'on a la passion du football. Mais si vous avez la passion de l'argent au détriment de la passion du football, comme je l'ai dit, vous ne serez pas un bon footballeur. Alors, les footballeurs en fin de carrière, on évoquait la question tout à l'heure. Alors, comment voyez-vous l'introduction du sportif dans l'économie africaine? Oui, si vous voulez, bon, là vous parlez de sportifs, sinon on pourrait aussi citer l'exemple de Haile Gebrselassie, qui est l'un des hommes les plus puissants aujourd'hui de son pays. Mais bon, je pense qu'on parle de football. Ça rejoint la question qu'on avait évoquée là auparavant, le fait de se former, à l'école. Justement. Parce que une fois qu'on sort du système à partir de 35 ans, voire moins pour certains, si vous ne savez pas vous adapter, il y a plein de footballeurs qui sont devenus après, je vais pas dire nécessiteux, mais dont la carrière n'a pas, je veux dire, la fin de carrière n'a pas été à la mesure de ce qu'on pouvait espérer. Bref, dans la reconversion,
il y a eu des fortunes diverses. Voilà, il y a des fortunes diverses parce que, on va dire, le football conduit à plusieurs métiers en fin de carrière. Vous avez par exemple quelqu'un comme Zidane, que tout le monde connaît, qui est devenu un entraîneur réputé, qui a beaucoup de chance d'ailleurs, avec son équipe. Vous prenez par exemple en Guinée, Titi Camara, qui s'est converti dans les milieux politiques, qui a été même ministre. Comme ministre, vous avez Pelé, la légende du football, qui a été aussi ministre au Brésil. Et tout près de la Côte d'Ivoire, il y a l'exemple typique, symbolique de George Weah, qui sera vraisemblablement le président. Je ne dis pas le futur, mais en tout cas, président un jour du Libéria. Mais il a tenté une fois l'échouer, donc oui, il va essayer. Deux fois il a échoué, oui. Mais la deuxième fois il était plutôt vice-président. Oui. Voilà. Mais je vais dire, il est, je crois, sénateur. Il n'a pas baissé la garde. Je pense que il sera un jour président du Libéria, parce que l'une des choses qui le bloquait au Libéria, c'était justement sa formation. Ouais. Voilà, sa formation académique. Et depuis lors, Weah s'est mis à la formation. Il est dans des universités. Il se forme, voilà, intellectuellement, aussi bien intellectuellement que politiquement. Vous avez des joueurs comme Drogba. Oui. Je vais encore qui est en fin de carrière. Qui est en fin de carrière, mais qui a quand même 5% de la mine d'or d'Iti en Côte d'Ivoire. C'est costaud. On vous parle de milliards, voilà. Donc quand on me dit 5% d'un capital, quand on parle de milliards, voilà. Donc c'est balèze. Vous avez les frères Touré, Yaya et Kolo, qui investissent déjà on le sait en Côte d'Ivoire, qui investissent déjà dans l'immobilier. Ouais. Très belle transition pour pour les deux qui ont déjà pris leur retraite au niveau international avec les éléphants. Mais tu continues tant bien que mal dans leur club respectif. Mais il y a certains aussi qui se sont lancés dans une carrière cinématographique. Oui. Parce que comme je l'ai dit tantôt, le foot, c'est aussi devenu du cinéma. Ouais. Voilà, c'est le rêve. Les gens vendent du rêve aux téléspectateurs, aux spectateurs qui se déplacent pour aller voir tel joueur. Quand vous voyez Zidane et Okocha par exemple faire la gestuelle, parce que il y a les journalistes parleraient d'expression corporelle, de langage corporel. Oui. Ça existe aussi dans le football. Oui. La façon de se promener avec le ballon, les gestes tactiques, oui. Tout ça, c'est du cinéma. Voilà. Et donc, ils l'ont si bien compris que quand vous prenez quelqu'un comme Cantona, oui. Il est devenu acteur de cinéma, dans un degré moindre, Franck Leboeuf, par exemple, tous les deux sont devenus des acteurs. Pour dire que le football n'est pas une fin. Oui. Quand on est en fin de carrière. Voilà, c'est une transition qui permet à des gens de faire éclater leur talent ailleurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette génération de footballeurs dont tu viens de citer, quand on regarde un peu leur histoire, on se rend compte qu'ils sont tous partis du centre de formation, c'est-à-dire que la base, oui. C'est l'école. Oui. Voilà, justement. Ah oui, c'est important parce que, vous savez, je dis toujours, ça vaut aussi bien pour le journalisme que pour le football. Vous pouvez être un très bon journaliste par intuition, mais tant que vous ne vous approchez pas de certaines écoles pour apprendre, vous penserez par exemple que en disant Mariam joue balle, on vous comprend. Mais en fait, c'est Mariam joue à la balle qu'il fallait dire. Oui. Voilà, ce sont deux choses différentes. Justement. Et donc, il faut aller dans les centres de formation pour avoir quelques petits secrets, voilà, la stratégie, la méthode, comment maintenir, comment conserver la balle, comment ne pas s'essouffler facilement. Vous voyez par exemple d'anciens joueurs qui prenaient seuls le ballon, qui couraient, driblaient tout le monde, et puis au moment où il doit passer à l'action décisive, il doit essouffler parce que justement on l'a pas formé à se conserver lui-même. Ah, voilà. Donc tout ça c'est important.
La formation, c'est important. Alors, après 1984, la Côte d'Ivoire accueille la compétition, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2021. Quel pari économique et sportif pour la Côte d'Ivoire? Moi, j'ajouterais le pari aussi diplomatique, politique, parce que quand on accueille une CAN, il y a le rayonnement international qui va avec. Mais sur le plan sportif et surtout économique, il faut bien comprendre que la CAN, c'est des milliards. Voilà, c'est des milliards. Je sais que déjà en 2014, je crois que pas moins de 1,5 million ont été distribués aux équipes. Mais avant d'en arriver là, il faut bien comprendre que le pays a entrepris de construire des stades. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle la création des richesses. Donc, l'amélioration du taux de croissance par les grands travaux. Ça aussi, ce sont des grands travaux parce que quand vous prenez par exemple le stade des Bimpe, qui est un stade olympique, c'est pas moins de 67,5 milliards de francs CFA. Donc, c'est un stade, construire un stade, c'est la main d'œuvre, c'est la cimenterie, c'est le béton, c'est les fils, c'est le fer, c'est tout un fourmillement de petits business autour. Voilà. Sans compter justement, c'est un aspect qu'il faut pas oublier. Sans compter la purge des droits coutumiers. Oui. Donc les propriétaires locaux, donc les villageois. Eux aussi ont une part de la manne de ce stade-là. Ouais. Et quand vous prenez plusieurs stades qui seront soit réhabilités ou construits, vous voyez combien de fois il y a une création des richesses. Okay. Donc ça, sur ce plan déjà, c'est vraiment important. Voilà. Ok. Alors justement, est-ce que vous avez une idée de combien va gagner le pays qui remporte la Coupe d'Afrique des Nations de football 2017? Non, 2017, je ne sais pas très bien. Je sais que dans les années passées, on n'avait pas moins de 10 millions, 10 millions de dollars que les équipes se sont partagées pour la CAN 2015. Oui. Voilà. Et le vainqueur a eu 1,5 million $. Voilà. Quand vous multipliez, vous prenez une moyenne de 500, vous voyez un peu ce que ça donne. On ne parle de milliards de francs CFA. Le finaliste en 2015 a eu 1 million $. Voilà, 1 million $. Si vous voulez, on est à peu près à 500 millions si on multiplie par 500. Okay. 500 millions de francs CFA. Pour le finaliste, pas pour les vainqueurs. Les vainqueurs, c'était 3 fois 1,5 million $. Donc ce sont de grandes sommes, de fortes sommes. Mais ça, c'est sans compter, bien sûr, ce que le pays lui-même donne aux joueurs, aux athlètes, voilà, et à toute l'équipe technique, les dirigeants qui accompagnent. C'est un business. En tout cas, ce fut un plaisir pour moi de t'avoir reçu sur ce plateau. Nous sommes à la fin de notre émission. Alors, nous étions avec le journaliste ivoirien André Sylvain Conan. Avec lui, nous avons débattu des enjeux économiques de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football. Merci de rester scotché au programme de Business 24 Africa.